Je trouvais mon enfant étendu sur un divan. Ses yeux rouges, ses joues pâles, le pli amer de ses lèvres décolorées me firent comprendre qu'un nouveau malheur venait de l'atteindre. Sans que j'eusse besoin de l'interroger, elle me renseigna. « Toupahou » murmura-t-elle. « Il est parti. Il va essayer de retrouver Ilk chez les Nouriens, afin de le tuer et de lui enlever la pierre 0. Il ne reviendra plus. Je le sens. » Je fronçai les sourcils, et tout en pressant contre ma poitrine la pauvre Silmé, je me demandais pourquoi Rère m'avait caché la mission donnée à son petit-fils. Mais je ne pus me livrer à mes pensées. Silmé sanglotait violemment. J'eus besoin de toute ma force de persuasion afin de la calmer un peu. Mais je n'ai pas écrit ces mémoires pour raconter mes affaires de famille. Ayant laissé Silmé en compagnie d'une des sœurs de sa mère, je m'efforçais d'oublier tous ces drames et ne pensais plus qu'à ma tâche. Je me rendis au camp des hommes singes chargés de la manœuvre des obus volants. Ils étaient réunis sur les terrasses, à l'abri des tentes que Fangar avait fait édifier. Groupés par 4 ou 5, ils se nourrissaient dégoûtamment, comme le faisaient nos ancêtres, en s'introduisant dans la bouche toutes sortes de matières, de la chair de porc passée au feu, des plantes, du lait pourri. Et ils paraissaient goûter un grand plaisir à cette ingestion. Leurs yeux brillaient. Ils broyaient les ignobles choses enfermées dans leur bouche, de façon à en former une bouillie infecte qu'ils avalaient goulûment. Des grognements, des gloussements de satisfaction retentissaient. Et penser que quelques siècles seulement avant ma naissance, les Iliens, les hommes, conservaient leur vie par d'aussi répugnantes pratiques. Grâce aux machines à sang, nous avions pu, heureusement, cesser ces usages de brutes qui nous ravalaient au rang des porcs. Je trouvais Fangar entouré des principaux ingénieurs aéristes qui venaient d'examiner un à un les obus volants. Tous étaient au point et capables de franchir plusieurs milliers de kilomètres sans qu'un seul écrou se desserrât. Les machines électriques chargées de leur envoyer les radiations, actionnant leurs moteurs, tournaient déjà. Il n'y avait qu'un commutateur à déplacer pour que l'énergie invisible, dégagée par les détecteurs, emplît les airs. Yéloug était là. Il me sembla voir des traces de graisse sur son gros visage. L'immonde personnage avait dû, comme on l'en soupçonnait, se faire donner de la nourriture réservée aux hommes singes et en avait avalé une grande quantité. Le sort en était jeté. Plus rien ne pouvait changer la destinée d'Ila. À 3 heures du matin, 150 obus volants s'élevèrent dans les airs. Ils emportaient chacun une bombe fracassante, capable à elle seule d'engloutir une ville. Les terribles engins glissèrent sans un bruit dans le ciel étoilé, vers le nord, dans la direction de Nour. Les hommes singes qui les montaient étaient sacrifiés. Ils ne savaient pas que les bombes qu'ils étaient chargés de jeter sur Nour devaient exploser d'elles-mêmes, à la volonté de Rère, qui, lorsqu'il jugerait le moment venu, enverrait une décharge électrique qui provoquerait la déflagration des explosifs. Rère, au moyen d'un enregistreur de vibrations, pouvait, en effet, savoir à tout moment la position exacte de la flottille d'obus volants. Lorsqu'elle serait au-dessus de Nour, il provoquerait l'explosion des bombes qu'elle emportait. Pas un des obus volants ne devait revenir. Pas un ne revint. Comme nous le sûmes ensuite, les calculs de Rère se trouvèrent exacts. Les obus volants arrivés au-dessus de Nour explosèrent ensemble. L'ébranlement de l'air fut tel que Nour fut entièrement détruite. Mais elle était vide de ses habitants. Et il y avait eu le temps de prévenir Uno, le roi de Nour, qui avait fait évacuer la ville. Nous attendîmes la riposte. Les escadrilles d'obus volants de réserve, les divisions de grands aérions se tinrent prêtes à s'élever. Grâce à ces instruments enregistreurs, Rère connut aussitôt la destruction de Nour, ou plutôt de ses maisons. Au cours de la matinée,
la flotte aérienne des Nouriens fut signalée. Les obus volants furent envoyés à sa rencontre. Les hommes singes qui les montaient burent chacun, avant de prendre place dans leurs appareils, un liquide préparé par Yéloug et qui devait, en les enivrant, leur enlever toute notion du péril. Les Nouriens n'étaient plus qu'à quelques kilomètres d'Ila lorsque les obus prirent l'air. Installés, avec Fangar, dans un abri blindé situé contre la base de la pyramide du Grand Conseil, j'aperçus les aérions de Nour. C'étaient d'énormes sphères à peu près invisibles. On les eût dites en cristal bleuâtre. Elles se confondaient presque avec le ciel blêmi par les rayons du soleil, encore au-dessous de l'horizon. Mais ces sphères palpitaient, en quelque sorte. Elles frissonnaient comme de la soie agitée par le vent. Les Nouriens avaient bien pu découvrir et fabriquer une matière perméable aux rayons lumineux. Ils n'avaient pu réussir à supprimer les vibrations qui agitaient leurs machines et qui, grâce à un phénomène de réfraction, les rendaient visibles. Les obus volants, qui, suivant la position occupée par eux dans le ciel par rapport aux observateurs, ressemblaient tour à tour à des lentilles, à des fuseaux ou à des sphères, glissaient à une allure vertigineuse vers les machines des Nouriens. Ils avançaient en décrivant de longues lignes courbes, comme s'ils eussent été portés par la houle de l'océan. Malgré le péril imminent, malgré les ordres stricts de R'er, la population d'Ila presque tout entière avait envahi les terrasses. Tous étaient persuadés que les machines des Nouriens seraient anéanties avant d'être rapprochées pour devenir dangereuses. Une acclamation furieuse retentit. Les obus volants avaient rejoint les machines de Nour. Des explosions sourdes, à peine perceptibles, s'entendirent. Les obus volants éclataient au milieu des aérions des Nouriens. Le soleil venait d'apparaître. Ces rayons, en frappant les débris des machines nouriennes, faisaient naître des éclairs dans le ciel pâle. On eût dit qu'une pluie de gigantesques éclats de cristal s'abattait sur la terre. Et parmi ces fragments lumineux, les débris des obus volants formaient des taches noirâtres. C'était comme un feu d'artifice tiré en plein jour. Et les machines des Nouriens continuaient à arriver, et les obus volants explosaient toujours. Fangar, sur mon ordre, envoya une seconde escadrille de 300 obus. Les hommes singes qui les manœuvraient étaient ivres, enragés. Leurs appareils tanguèrent, décrivirent de violents zigzags dans le ciel bleu. Mais malgré leur ivresse, les hommes singes conservaient assez de lucidité pour manœuvrer leurs engins. Ils se ruaient instinctivement vers l'ennemi. R'er les avait fait munir de lunettes qui décomposaient le prisme lumineux. Aussi apercevaient-ils nettement les aérions de Nour. Les explosions se succédèrent. Nous ne les entendions pas, mais nous sentions le sol vibrer sous nous, et nos oreilles tintaient sans arrêt par suite de l'ébranlement de l'atmosphère. Une demi-douzaine d'aérions échappèrent seuls. Ils se fondirent dans l'air clair et disparurent. Et 3 obus volants revinrent vers Ila. Les appareils chargés de les faire exploser n'avaient pas fonctionné. Les hommes singes qui les montaient se précipitèrent hors des engins, fous furieux. Il fallut les foudroyer. Sur les terrasses d'Ila, l'enthousiasme était à son comble. Ce fut bien mieux lorsqu'au moyen d'un parleur électrique, R'er fit annoncer sa merveilleuse invention. Les Iliens connurent que les machines biologiques, désormais alimentées avec le sang des Nouriens, allaient allonger leur vie d'1 siècle. Des vieillards, oubliant la gravité de leur âge, des membres du Conseil suprême, se mirent à danser. Des malheureux, borgnes ou aveugles, des malades atteints d'infirmités horribles chantèrent, s'embrassèrent. Ce fut comme si un vent de folie eût soufflé sur Ila. Je vis des misérables rongés par des maux trop hideux pour être décrits et que les médecins avaient abandonnés, des épaves humaines pour qui la vie n'était que souffrance et douleur, rire, exulter. Je compris combien l'homme tient à la vie. Ils ne se doutaient pas, ces pauvres déments, que cette vie affreuse qu'ils espéraient conserver encore longtemps, grâce à R'er, allait leur être enlevée, et dans un laps de temps extrêmement court. R'er, cependant, avait fait immédiatement assembler le Conseil suprême. J'y assistais. Je fus félicité, mais le véritable triomphateur, ce fut R'er. Il écouta, impassible,
les louanges exagérées des vieillards du conseil. Ceux-ci, surtout, étaient heureux de la victoire parce qu'ils espéraient bien que le sang des Nouriens allait prolonger leur existence. Rère, après avoir écouté dédaigneusement, mais c'était peut-être une attitude, les discours de ses collègues du conseil, annonça qu'il allait faire parvenir un ultimatum aux Nouriens afin de les sommer d'envoyer immédiatement 5000 prisonniers comme otages. « Nous commencerons par les sacrifier, expliqua-t-il, et en même temps nous infligerons une seconde défaite aux Nouriens. Lorsque ceux-ci seront suffisamment plongés dans le désespoir, nous leur ferons connaître la vérité. » « Je pense qu'Ilg a dû les renseigner déjà sur ce que nous attendons d'eux, » intervint le vieux Fougue. « Il se peut, » fit Rère dédaigneusement. « Mais qu'est-ce qu'Ilg ? Un déserteur, un traître. On prendra ses paroles pour des exagérations. La vérité, pour être crue, doit être proclamée par certaines voix. Ce ne sera que quand moi, Rère, j'annoncerai aux Nouriens le sort qui les attend, qu'ils comprendront que leur sort est scellé. Ils combattront avec acharnement, mais la défaite qu'ils viennent d'essuyer, celle qui les attendent, ébranleront leur détermination. Je leur ferai entendre qu'il vaut mieux pour eux sacrifier quelques milliers d'hommes en s'arrangeant avec nous, plutôt que d'en sacrifier des dizaines de milliers sur le champ de bataille, voir leur nation presque détruite et être ensuite obligés de se soumettre. Déjà, Nour est en miettes. Nous allons maintenant nous attaquer aux autres villes, telles qu'Aslur et Kizor, mais je ne pense pas qu'il sera nécessaire d'aller si loin. Entre-temps, vous, Xié, vous allez envoyer des hommes en nombre suffisant pour ramasser ce qui reste des Nouriens. Leur mort est récente. En usant de réactifs appropriés, sans doute pourrais-je me servir de leur sang pour alimenter une des machines. Ce sera un commencement. Faites partir la flotte des grandes machines pour détruire Aslur. Je vais tout de suite envoyer mon message à Uno, le roi de Nour. La séance était terminée. J'exécutais les ordres de Rère. Une centaine d'hommes montés sur des machines volantes se rendirent au-dessus du champ de bataille. Ils revinrent dans la soirée, rapportant quelques dizaines de cadavres et un tas de débris humains provenant des corps déchiquetés par les explosions et les chutes. L'arrivée des machines volantes avec leur chargement sinistre provoqua un nouvel accès d'enthousiasme chez les Iliens. Je vis des jeunes filles, des femmes s'approcher des aérions et contempler les cadavres sanglants, déchiquetés, déformés, les contempler avec satisfaction, avec délectation. Oui, cette chair humaine représentait des années d'existence. Mon cœur s'en soulève encore. Ayant donné mes instructions détaillées à mes différents chefs, je rejoignis Silmé. La pauvre enfant avait réussi à se dominer un peu. Mais je sentais bien que l'inquiétude et le désespoir se partageaient son âme. Je mentis pour la rassurer et lui déclarai que Tupaou ne risquait rien, qu'il avait été en réalité envoyé par Rère aux Nouriens comme ambassadeur. Silmé eut un sourire incrédule. Elle hocha la tête et m'embrassa tendrement, et je sentis bien qu'elle ne me croyait pas. Je la quittai. Je voulais prendre un peu de repos. Je n'avais pas demandé à Rère des nouvelles de Tupaou. Le misérable m'eût menti. Alors à quoi bon ? Vers 9h du soir, je sentis soudain que ma fatigue se dissipait rapidement. C'était comme si de nouvelles forces m'eussent été insufflées. Je retrouvais ma vigueur de 20 ans, lucide, joyeux, frais et dispos. Je dus me retenir pour ne pas chanter. Mais un frisson me prit. Je venais de me rappeler que c'était l'heure où les machines à sang lançaient leurs effluves nourriciers. Je compris.
ce bien-être. Je le devais au sang des Nouriens, au sang de mes semblables, d'hommes comme moi. Je fus dégoûté de moi. À 2h du matin, je devais lancer la seconde colonne d'obus volants. J'essayais de prendre un peu de repos, étendu sous ma tente au pied de la pyramide du Grand Conseil. Les terrasses étaient désertes, Rère ayant donné l'ordre à la population de se retirer dans ses demeures. Le calme le plus complet régnait. Les hommes singes dormaient. Seuls veillaient les sentinelles postées devant les appareils avertisseurs. Je commençais à somnoler lorsque d'épouvantables hurlements retentirent. Par les ouvertures des coupoles de métal dont avaient été recouverts les puits conduisant aux maisons d'Ila, des centaines et des centaines d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards, toute la population d'Ila se dégorgeait en clamant d'horreur et d'épouvante. Les misérables, qui paraissaient devenus fous, se précipitaient de tous côtés. C'était une véritable fuite. Je pus aussitôt les voir qui s'abattaient les uns après les autres sur les terrasses, qui s'y tordaient comme des vers, et, peu après, qui restaient immobiles, morts. Les hommes singes des obus volants, réveillés par les cris, mêlèrent bientôt leur clameur à celle de la foule, et des ouvertures des coupoles d'innombrables fugitifs continuaient à jaillir. Il en venait des centaines et des centaines, des milliers et des milliers. Tous hurlaient, couraient, trébuchaient, se tordaient et expiraient. Que se passait-il ? Le ciel était pur. Les étoiles scintillaient. Rien en vue. J'appelai Grosé, le chef de la milice qui s'était installé sous une tente, non loin de la mienne. Il était réveillé. On lui était à moins. Je le trouvai qui secouait un gros homme hurlant, en lui demandant la cause de son épouvante. Mais comme j'allais interpeller Grosé, l'homme qu'il tenait se dégagea, cracha une insulte et s'abattit sur le sol. Il expira presque aussitôt. « Vos miliciens ! Qu'on aille voir ce qui se passe et qu'on rétablisse l'ordre !» ordonnai-je à Grosé. « Vite ! Si les Nouriens arrivaient, nous serions perdus !»« Oui, vous avez raison !» balbutia le chef de la milice. Je le laissai pour aller rassembler les aéristes campés derrière la grande pyramide. Et tandis que je courais, une terrible pensée m'envahissait. Les Iliens avaient été rendus fous par les effluves de sang humain produits par les machines. La vérité était pire. J'étais encore à plus de 100 mètres de la pyramide, lorsque par un des puits qui débouchait à sa base, je vis sortir une troupe d'hommes singes précédés de Lim, l'espion de Rère. Ils étaient armés de verges composées d'un alliage de cristal et de cuivre, terminées par une poignée isolante. Ces verges étaient de véritables accumulateurs. Les hommes singes n'avaient qu'à en toucher ceux qu'ils étaient chargés de combattre. En même temps, ils pressaient sur un bouton dissimulé dans la poignée. L'infortuné touché par le bâton de verre était instantanément traversé par un courant de plusieurs milliers de volts, qui le foudroyait sur place. Certes, il fallait que la situation fût grave pour que Rère, car Lim ne pouvait agir que sur l'ordre du savant, pour que Rère n'eût pas hésité à employer ce terrible moyen. « Que se passe-t-il » criai-je à Lim. Il ne me répondit pas. Lui aussi était armé d'une verge électrique, et je pouvais voir dans la nuit la faible lueur verdâtre qui en jaillissait. Les hommes singes, cependant, continuaient à arriver de la pyramide. En quelques minutes, ils eurent occupé toutes les ouvertures des coupoles abritant les puits d'Ila. Des officiers iliens provenant de la milice les commandaient. Ils canalisèrent les fugitifs qui continuaient à se ruer hors des puits. Les misérables, hurlant, titubant, affolés, reconnurent pourtant les terribles hommes singes avec leurs verges électriques. Docilement, ils se laissèrent parquer par groupes sur les terrasses. À ce moment, Grosé me rejoignit. « Rère veut vous voir. Venez. » Je ne demandais pas d'explication. Nous courûmes à travers les mourants et les morts. Quelques instants plus tard, j'arrivai dans l'infirmerie des aéristes, une vaste crypte située dans la pyramide du Conseil, et à laquelle on accédait par un haut couloir voûté,
défendu par une porte de métal. Rer était là. Autour de lui, sur des lits, dans des hamacs, sur le sol porcélanique, des centaines et des centaines d'Iliens. Tout ce qui là comptait de riche, de célèbre, de puissant, était étendu et râlait. Du moins ceux qui n'étaient pas morts, car des infirmiers n'en finissaient pas de vider les couchettes des cadavres qui y reposaient, pour y placer d'autres misérables qui presque aussitôt expiraient. Des médecins affolés couraient d'un lit à l'autre, ne sachant où donner de la tête, s'interpellant, répondant au hasard, criant des phrases rassurantes que personne n'écoutait. Et la lueur grisâtre, émanée du plafond lumineux, ajoutait encore à l'horreur de cette scène. J'arrivai devant Rer. « Attaquez tout de suite et faites amener les perceuses électriques. Il faut immédiatement creuser autour d'Ila une tranchée de 7 à 800 mètres de profondeur. L'eau de l'appât la remplira. » « Mais enfin, que se passe-t-il » demandai-je énervé. « Vous ne l'avez pas compris » ricana Rer. « Simple. Les Nouriens nous sont inférieurs dans les airs. Ils nous ont attaqués par-dessous terre. Plusieurs centaines de tarières d'acier nous encerclent. J'ai interrogé quelques survivants. Je suis informé. Ces tarières sont arrivées à la hauteur des étages inférieurs des maisons d'Ila. Nous devons cela au traître d'Ilg qui a renseigné les Nouriens. Et ils ont insufflé dans les maisons des gaz asphyxiants. Nos concitoyens que vous avez vus fuir comme des rats ont été asphyxiés dans leur sommeil, comme des rats. Il faut couper la route aux tarières, les empêcher de revenir en arrière. Pour cela, des tranchées sont nécessaires. Se hâter. Si les tarières arrivaient aux mines, Ila serait anéantie. Faites au mieux. Vous avez tout pouvoir. Allez, et de la rapidité. Je m'inclinai, mais, malgré mon patriotisme, je ne pus m'empêcher de penser à Silmé. Silmé, ma fille. Peut-être gisait-elle morte, étouffée dans sa chambre. Et ne rien savoir, ne rien pouvoir savoir. Je sortis comme un fou de la pyramide du conseil. Dans les couloirs, d'interminables cortèges d'agonisants et de morts continuaient à passer. À presque chaque pas, je devais enjamber un cadavre. Les infirmiers, débordés, affolés, ne se donnaient plus la peine de sortir les corps. Aussi bien ils n'en avaient pas le temps, et puis on les appelait de tous côtés. J'arrivais sur les terrasses. Mon officier d'ordonnance, Kili, m'ayant apporté un téléphone portatif, je donnais mes ordres. Des chimistes, munis de masques étanches, descendirent dans les maisons. Ils revinrent rapportant des échantillons du gaz asphyxiant des Nouriens. Lorsqu'on les débarrassa de leurs masques, l'horreur était peinte sur leurs visages. Nul ne leur demanda ce qu'ils avaient vu. On le comprenait. Tandis qu'ils analysaient rapidement les échantillons de gaz, des machines étaient transportées en hâte à la périphérie des maisons d'Ila. Plusieurs centaines d'excavatrices, de perforeuses, furent mises en action. Des dragues remontèrent à mesure les débris. Une tranchée large de 300 mètres fut creusée avec une effrayante rapidité. Toutes les dynamos disponibles avaient été mises en marche, produisant une énergie de plusieurs millions de kilowatts. M'étant assuré que tout le monde était à son poste, que rien de mieux ne pouvait être fait pour activer les travaux, et ayant lancé Fangar à la tête de 700 aérions de 2000 obus volants à la recherche des Nouriens, je résolus de retrouver ma fille, si c'était encore possible. La tête enfermée dans un masque anti-asphyxiant, alimenté par des tablettes d'air solidifiées. Un autre masque suspendu sur mon dos. Il devait servir à Silmé si je la retrouvais. Je pris place dans un des derniers ascenseurs encore intacts. Presque tout, en effet, avait été détruit, mis hors de service par les misérables fuyards. Dans leur hâte de remonter sur les terrasses, d'échapper à l'asphyxie,
Ils avaient engagé entre eux, aux abords des puits et dans les ascenseurs, des combats féroces. Le véhicule dans lequel je pénétrais était ruisselant de sang. Des débris humains étaient accrochés aux câbles et aux manipulateurs. Accompagné de 4 officiers dévoués, je descendis. Nous passâmes lentement devant les étages les plus hauts, où habitaient les serviteurs. Au passage, nous distinguâmes les paliers, les couloirs encombrés de grappes de cadavres déchiquetés. Des femmes, des enfants, des hommes à demi nus, la face tordue par la rage et l'épouvante. Je reconnus des amis, des parents. Je distinguais le crâne ouvert d'un de mes cousins. Et les radiateurs de lumière solaire, qui n'avaient pas cessé de fonctionner, éclairaient d'une lueur livide ces scènes atroces. Nous arrivâmes enfin devant la porte de ma demeure. Elle était fermée. Je l'ouvris. Je parcourus les chambres, les salons comme un fou et arrivai dans la chambre de ma fille. Elle était vide. Mais le lit défait indiquait que Silmé avait fui. Avait cherché à fuir. Sans doute gisait-elle, écrasée, asphyxiée, méconnaissable, sous des monceaux de malheureux morts comme elle. Imbéciles que nous sommes. Je refis le tour de l'appartement, 1 fois, 2 fois, 10 fois, comme un animal traqué. Je savais que l'inévitable avait passé. Je ne voulais pas le savoir. 2 de mes officiers m'entraînèrent vers l'ascenseur. Je me débattis, mais finis par les suivre, en me souvenant de mes devoirs envers la patrie. Nous n'étions plus qu'à quelques mètres du palier lorsque des grincements aigus nous firent nous retourner. Nous n'eûmes que le temps de nous rejeter en arrière pour éviter d'être écrasés par l'éboulement de la muraille. Autour de nous, briques et pierrailles s'abattirent avec fracas. Par l'ouverture béante, le museau d'acier d'une tarière apparut, puis l'engin tout entier. Il avait la forme d'une courte torpille, longue de 3 mètres et d'un diamètre de 2. Un vilebrequin de métal en garnissait l'extrémité avant. Il tournoyait à une vitesse folle, faisant volter autour de lui les débris, cependant que la spire d'acier entourant la tarière tournait plus lentement, se vissant en quelque sorte dans les murailles comme l'hélice se visse dans l'eau. Son tranchant aigu luisait comme une faux sans fin. Un jet de vapeur à peine perceptible fusa par la pointe creuse du vilebrequin. Le gaz mortel. Une lueur violacée, fulgurante, filtra à travers l'anneau transparent entourant le vilebrequin, et par lequel, ainsi que je le sus plus tard, les nourriens manœuvrant l'appareil se dirigeaient. L'énorme torpille terrestre, cependant, avançait toujours, se frayant un passage à travers les blocs de pierre que sa spire d'acier broyait. Elle inclina soudain sur sa droite, vers nous. Nous avions été vus. Du geste, j'ordonnai à mes hommes de se jeter sur le plancher. Ma rage et ma fureur étaient à leur comble. Venger Silmé et périr. J'avais emporté à tout hasard une bombe fracassante. Je me retournai vers la tarière et de toutes mes forces lançai mon engin. Je fus soulevé comme un fétu par l'ébranlement causé par l'explosion et lancé contre un débris de muraille. Le choc fut si violent que je perdis connaissance. Il me sembla que tout s'écroulait autour de moi. Et ce fut tout. Je repris mes sens presque aussitôt. Mon masque anti-asphyxiant avait résisté et m'avait protégé. À part quelques contusions, j'étais indemne. Mais mes officiers avaient disparu. J'aperçus les pieds de l'un d'eux qui dépassaient de dessous un pan de muraille. Je compris qu'ils avaient tous été écrasés. Le plafond en voûte avait résisté. Par ses lézardes, les fils de cristal flexibles distribuant la clarté s'apercevaient. Ils avaient tenu. À leur lumière, j'aperçus la tarière renversée, ouverte en 2, fracassée. Dans l'intérieur, je distinguais d'énormes bielles, des cônes à friction, des engrenages, le tout en miettes et mélangé à d'informes débris humains. Ironie du sort, je constatais que le centre de l'engin, à l'endroit le plus renflé de la torpille, avait résisté,
et que c'était lui qui avait soutenu la voûte. Ainsi nos ennemis, en périssant, m'avaient pour ainsi dire sauvé. Titubant, je me frayais un passage parmi les décombres et sans bien savoir comment, atteignis la cage de l'ascenseur. L'ascenseur lui-même était inutilisable. L'explosion avait tordu les guides d'acier. Impossible de remonter, sinon en essayant avec mes propres forces. Or, je me sentais d'une faiblesse extrême. Mon sang bourdonnait dans mes artères, à ce point que je pensais que mon masque devait avoir une fissure. Mais je n'avais ni le temps, ni la force, ni la possibilité de m'en rendre compte. Aussi bien je n'eusse pu réparer. Pour m'alléger, je jetai le masque à air que j'avais emporté pour en munir Silmé. Puis appelant à moi tout ce qui me restait de force, j'entrepris de revenir sur les terrasses. Je m'agrippais le long des câbles de sûreté, j'utilisais les lézardes des parois du puits. Enfin, je réussis à m'élever de plusieurs étages et arrivé à une douzaine de mètres de l'orifice du puits, je retirai mon masque et réussis à me faire entendre. On m'envoya des cordes. Je m'y attachai. On me hissa sur la terrasse où je restais atone, hagard, pendant quelques instants, sans reconnaître les êtres qui s'agitaient autour de moi. Enfin, je me redressai et me débarrassai de mon masque qui était resté suspendu sur ma poitrine. Autour des terrasses, les travaux continuaient avec acharnement. Le grincement des engrenages, le sifflement des excavatrices, le grondement des dragues formaient un vacarme effroyable. Je me fis conduire dans une des cabines régénératrices, où je fus soumis à des courants concentrés qui me rendirent des forces. Malgré moi, je pensais que les effluves sauveurs provenaient maintenant du sang des Nouriens. Du sang d'hommes comme moi. Rare avait-il raison. Je dus m'avouer qu'avec l'ancien système, avec le sang d'animaux, je n'aurais jamais été aussi vite réconforté. Mais les machines à sang ne pouvaient rien pour mon esprit si elles étaient capables de régénérer mes tissus. L'image de Silmé, de mon unique enfant, qui gisait, écrasé, embouilli, dans les profondeurs de la terre, m'oppressait. Je réussis à me dominer, à dissimuler les tortures morales qui me tenaillaient, et par téléphone rendis compte à Rare de ce que j'avais vu. Je lui donnai des détails sur la tarière que j'avais anéantie. « Vous avez eu tort de descendre, Xier. La place d'un chef n'est pas au péril. Chacun a sa place. Le cerveau réfléchit, coordonne, déduit, induit et commande. Les bras agissent. Souvenez-vous-en. » Telle fut la réponse du dictateur. S'il eût été devant moi, je crois bien que je l'aurais écrasé. Oui, lui était bien un cerveau, mais pas un cœur. Toupaou, son petit-fils était peut-être mort à l'heure qu'il était. Que lui importait? Rien d'étonnant qu'il manifestât la même insensibilité pour les autres. Je me fis amener un glisseur, un petit véhicule qui planait à 2 ou 3 mètres au-dessus du sol et pouvait ainsi réaliser de très grandes vitesses, tout en restant très manœuvrable. Installé dans cet appareil, j'inspectais les tranchées. Depuis que j'étais descendu sous les terrasses, le travail avait considérablement avancé. En certains endroits, le gigantesque fossé atteignait 80 mètres de profondeur. Grosset avait fait monter plusieurs milliers d'hommes singes employés dans les mines. Ceux-ci rendaient de grands services en surveillant les machines excavatrices qu'ils étaient habitués à manier. Vers 5 heures du matin, la profondeur de 550 mètres fut atteinte. Rare, au risque d'attirer sur nous l'ensemble des forces aériennes de Nour, avait fait placer sur les terrasses, de chaque côté de la tranchée, de puissants projecteurs dont la clarté éblouissante luttait avec les lueurs émises par les accumulateurs de lumière solaire. Je peux dire qu'il faisait plus jour qu'en plein jour. Et les travailleurs entendaient sous eux, lorsque leurs machines ralentissaient, des grincements sourds, des explosions. C'étaient les tarières qui continuaient leur œuvre de ruine et de mort. Mais qui s'en souciait?
Les hommes singes, stylés à coups de fouet et d'aiguillon, se démenaient furieusement. Les Iliens ne pensaient qu'à venger les leurs ensevelis sous eux. Certains se souvenaient que la victoire allait leur apporter un siècle d'existence en sus de leur vie normale. Nul d'entre eux ne songeait à maudire Rère, l'auteur de tous leurs maux. Des timbres vibrèrent, dominant le fracas des machines. Le signal d'alarme. Tous les yeux se tournèrent vers le ciel noir. La flotte d'Ila revenait. 7 rangées de projecteurs placés le long de la pyramide du Grand Conseil scintillèrent, illuminant la voûte céleste. Aux cris de douleur des hommes singes, foyés par les contremaîtres qui les rappelaient à leur tâche, se mêlèrent les clameurs désespérées des Iliens. C'était une flotte vaincue qui arrivait. Aérions et obus volants glissaient sans ordre dans le ciel, titubant, tanguant, roulant, se balançant, virevoltant, comme des machines ivres. Évidemment, elles étaient très atteintes, et leurs pilotes ne les contrôlaient qu'avec peine. De mon glisseur, je rappelais à l'ordre quelques contremaîtres qui, de stupeur et d'épouvante, avaient cessé de surveiller leurs machines. Mais le désespoir était en moi. Une fois de plus, je maudis le néfaste Rère. Sur les immenses terrasses, partout, les Iliens fuyaient. La clarté fulgurante des projecteurs placés sur les bords de l'immense tranchée éclairait violemment leurs débandades tragiques. Et leur hurlement dominait le fracas des puissantes machines. Plusieurs centaines, les plus agiles, arrivèrent sur les bords de la tranchée. Rien ne put les retenir. Ils s'infiltrèrent entre les machines, déboulèrent le long des flancs de la colossale excavation, trébuchèrent, se poussèrent et finalement allèrent s'écraser au fond de la tranchée, où beaucoup périrent horriblement, broyés pêle-mêle avec la terre et le roc par les excavatrices. Les débris de la flotte aérienne d'Ila continuaient à se rapprocher. On pouvait maintenant se rendre compte exactement de l'étendue du désastre. Les ailes des aérions étaient brisées, contournées, tordues. Les quelques obus volants échappés à la catastrophe étaient cabossés, lézardés. Ils décrivaient des bonds grotesques dans le ciel noir. Au loin, vers le nord, des disques translucides, comme faits de cristal, apparaissaient. On n'en distinguait que vaguement les contours, mais il était facile de les localiser, car la clarté des étoiles en passant au travers subissait une légère réfraction. Ces disques, ou plutôt ces sphères, c'étaient les aérions des Nouriens qui arrivaient. Le ciel vers le septentrion en fut bientôt complètement envahi sur un angle de près de 40 degrés. Il y en avait des milliers. Les Nouriens, en dépit de nos espions qui n'avaient rien soupçonné, s'étaient secrètement préparés. Ils avaient compris, eux, que l'ambition insatiable de Rère, sa soif de domination, son génie calculateur amènerait la guerre. Ils avaient été moins naïfs que les Iliens. Sur les terrasses, cependant, l'affolement était à son comble. Seuls mes guerriers y résistaient, restant à leur poste, attendant. Leurs officiers les tenaient encore en main, mais pour combien de temps ? La panique était contagieuse. D'un moment à l'autre, les soldats y céderaient et se mêleraient au torrent humain qui dévalait de tous côtés comme une marée. Dans les chantiers, les machines fonctionnaient toujours, du moins la plupart d'entre elles, car certaines avaient été arrêtées par des fuyards qui avaient tué leurs mécaniciens. Que faisait donc Rère ? J'allais lui téléphoner pour demander des ordres, lorsque de la pyramide du Conseil suprême, des sifflements aigus, presque imperceptibles, retentirent. Des rangs entiers de fuyards, anéantis comme par une faux invisible, s'abattirent sur le sol pour ne pas se relever. Rère avait vu le péril et foudroyait les misérables. Il ne fit qu'ajouter à la terreur et à l'épouvante. Les survivants se ruèrent droit devant eux, fous, enragés, redevenus des bêtes sauvages. Des hommes singes se joignirent à eux,
De tous côtés, des mêlées horribles s'engagèrent. Les infortunés ne savaient plus ce qu'ils faisaient. Ils s'écrasaient, se piétinaient, s'égorgeaient sur place. Ceux qui n'avaient pas d'armes combattaient avec leurs ongles. Les femmes criaient. Les premières, elles, se turent, écrasées. À ce moment, plusieurs obus volants s'abattirent sur les terrasses, écrasant des centaines de malheureux en train de se déchirer. Des aérions qui avaient réussi à tenir l'air par des prodiges d'adresse tombèrent eux aussi, augmentant l'épouvante et le carnage. Et les rayons de mort qui jaillissaient de la grande pyramide continuaient à faucher pêle-mêle. Grosé, blessé au front par un fuyard, me rejoignit. « Nous sommes perdus ! Perdus !» gémit-il, presque aussi affolé que les misérables qui grouillaient autour de nous. Je le regardais. Il comprit et se tut. Jusqu'alors, je n'avais pas bougé de mon poste de commandement. Avec les quelques milliers de guerriers dont je disposais, j'étais impuissant. Mes hommes et moi eussions été submergés, engloutis par ces centaines de milliers de fuyards que la terreur rendait fous. Déjà, c'était miracle que nous n'eussions pas été attaqués. Mais campés au pied de la grande pyramide, nous nous trouvions au centre des terrasses, et c'était vers la périphérie que fuyaient les victimes. Oui, les victimes de Rare. Debout sur mon glisseur, je parcourus rapidement notre campement et m'assurai que les officiers continuaient à conserver leur calme et que les hommes n'avaient pas quitté leur poste. Ce fut à peine si j'eus à dissiper quelques groupes de mauvaises têtes, dont les meneurs furent immédiatement exécutés. Satisfait, je laissai le commandement à Dari, le plus ancien des chefs de guerre, un homme calme et déterminé, et gagnai une des portes de la pyramide. Ce fut difficilement que je parvins jusqu'à Rare. À plusieurs reprises, je faillis être tué par les nombreux hommes singes qui veillaient sur le dictateur. Mon attitude déterminée en imposa à ces brutes. J'arrivai enfin au sommet de la pyramide, dans le retrait de Rare. L'infâme avait le visage rouge. Ses yeux étaient striés de sang. Assis devant un clavier placé au fond d'un coffre-fort ouvert, il tournait des commutateurs, poussait ou attirait à lui des manettes. « Que faites-vous » lui demandai-je brutalement. Il se retourna et me lança un regard de fauve. « J'écrase tous ces misérables, ces gueux, ces brutes. Si là doit périr, je veux au moins le voir de mes yeux et que ce soit de ma main, plutôt que de celle de ces nourriens maudits que vous avez provoqués, grondai-je. Et d'une poussée, j'envoyai Rare rouler au milieu de la pièce. Il se releva pour avertir ses sicaires ou pour me foudroyer à l'aide de quelqu'une de ses inventions d'enfer. Je ne lui en laissai pas le temps, et d'un coup de poing, le plus fort que j'ai donné, je l'abattis sans vie à mes pieds. J'étais le maître d'Ila. Que ne sus-je en profiter ? Dans cette casemate étaient enfermés les appareils commandant à toute la vie d'Ila. Il y avait là les commutateurs des projecteurs, les servomoteurs permettant de régler le fonctionnement des machines à sang. Le cerveau d'Ila était dans ce réduit. Mais que m'importait ? Je n'avais plus ni ambition, ni haine, je ne pensais qu'à sauver ma patrie. Un téléphone haut-parleur retentit. C'était Foug qui, parlant au nom du Conseil suprême réuni, avertissait Rare que la situation empirait et que d'un moment à l'autre, Ila allait être anéanti par les aérions de Nour. Le grand Conseil suprême, ce ramassis de vieillards qui n'avaient su que ramper aux pieds de Rare et exécuter ses volontés, cette assemblée d'esclaves. Encore maintenant, ils croyaient à la puissance de Rare, sans se douter que leur maître et seigneur gisait à mes pieds, comme un homme singe châtié par son surveillant. Et ces savants du Conseil, dans leur affolement, en arrivaient à oublier que Rare, c'est-à-dire moi, n'avait qu'à tourner un commutateur pour voir sur un miroir tout ce qui se passait autour de la grande pyramide. Ils étaient si épouvantés, ces vieillards, qu'ils avaient choisi Foug, l'ennemi de Rare, pour parler au dictateur. Je répondis à ces esclaves séniles, soi-disant sur l'ordre de Rare, et leur ordonnai de se tenir tranquilles, à leur poste. Ha ! Leur poste !
S'ils y restaient, c'est qu'ils se savaient en sûreté dans la grande pyramide. Autrement, ils eussent fui aussi vite que leurs vieilles jambes le leur auraient permis. Je crachais de mépris et atteignis les manettes commandant au condensateur d'énergie radioactive. Avec un peu de chance, j'avais encore la possibilité de changer la défaite en victoire. Dans son affolement, Rare n'avait pas songé à cette ressource. Je manœuvrais les appareils fermant les issues de la pyramide. Ainsi, nul ne pouvait plus y entrer, ni en sortir. Et impossible à quiconque de pénétrer jusqu'à moi. Cette précaution prise, j'agis. Immobile devant le miroir cylindrique placé au centre de la pièce, et où venait se refléter en plus petit, mais dans ses moindres détails, tout ce qui se passait autour de la pyramide, j'attendis. Il me fallut du courage pour attendre. J'assistais, minute par minute, au carnage immonde qui continuait sur les terrasses. Rare, en me voyant, avait arrêté le courant des projecteurs qui foudroyaient les fuyards. Et ceux-ci, un peu moins épouvantés, n'en avaient profité que pour s'entretuer avec plus d'acharnement. Les unes après les autres, les machines excavatrices et perforatrices creusant la tranchée s'arrêtaient. Les hommes singes libérés se mêlaient aux Iliens et tuaient autour d'eux. Aérions et obus volants, talonnés par la flotte de Nour, continuaient à arriver et à s'écraser sur les combattants des terrasses. Et pis que tout, l'armée commençait à s'agiter. Je pouvais voir Dari, qui, sur son glisseur, se multipliait, gourmandant les uns, menaçant les autres. Mais derrière lui, les groupes se formaient. Encore quelques minutes, et il n'y aurait plus d'armée. Plus rien à Hila. Au-dessous des maisons, sous les 101 étages, les usines continuaient à fonctionner. Les tarières ne les avaient pas encore atteintes, car une carapace blindée les enveloppait. Mais qu'une tarière réussît à la percer, et ce serait la fin. Les hommes singes des mines se révolteraient. Et si les munitions sautaient, rien ne subsisterait, pas même la pyramide. Pourtant, il fallait attendre. Attendre en me disant que les puissants appareils dont je disposais pouvaient, d'un moment à l'autre, n'être plus que des débris dérisoires. Je regardais. La flotte aérienne de Nour se rapprochait. Les Nouriens, grâce à leurs appareils téléphotes, devaient comme moi distinguer nettement tout ce qui se passait. Sans doute pensaient-ils qu'il ne leur restait plus qu'à achever, qu'à donner le coup de grâce à ce qu'avait été Hila, la ville puissante, le joyau de l'univers. Mais il était plus difficile de supporter la victoire que la défaite. Ce que voyaient les Nouriens dépassait leurs plus folles espérances. Ils en oublièrent d'être prudents. Leurs aérions sphériques se rapprochèrent les uns des autres, se concentrèrent de façon, je le compris, à arriver ensemble au-dessus des ruines d'Hila et d'y laisser tomber en même temps des tonnes d'explosifs afin d'anéantir d'un coup la grande cité. J'eus un rire nerveux, un rire de fou. Mon image m'apparut, reflétée par un tube de mercure, et j'eus peur de moi-même. Avec lenteur, les sphères transparentes des Nouriens procédaient à leur dernière concentration. Ils étaient arrivés au-dessus d'Hila. Machinalement, j'en évaluais le nombre. 3000 peut-être. Les lueurs blafardes des quelques condensateurs de lumière solaire encore intacts, les rayons fulgurants des projecteurs iliens les éclairaient par en dessous et produisaient à travers leur masse translucide d'étranges jeux de lumière. Mais qui les voyait ? Aux abords des tranchées, sur une profondeur de plusieurs kilomètres, les combats fratricides continuaient furieusement. Un dernier coup d'œil sur les télémètres, un rapide calcul mental, et je lançai dans les airs les vibrations radioactives. Je sentis la pyramide trembler. D'innombrables boules de feu éblouissantes, accompagnées de lueurs fulgurantes, passèrent dans le ciel étoilé, faisant pâlir les lumières d'Hila. Un feu d'artifice de l'enfer. Foudroyés, fracassés, liquéfiés, les machines volantes des Nouriens, ou plutôt leurs débris, tombèrent. Il me sembla voir des corps humains intacts s'abattre.
Mais est-ce une hallucination ? Je ne le sais. Et les Iliens, se sentant soudain sauvés, s'immobilisèrent, hagards, leurs visages tournés vers le ciel. Plusieurs milliers périrent ainsi, écrasés, broyés, brûlés par les débris incandescents des aérions de Nour. Ils moururent heureux, peut-être. Cela dura un quart d'heure, 15 minutes. Pendant chacune de ces 900 secondes, les atroces hécatombes ne cessèrent pas. Il le fallait. Les Nouriens, je le sus ensuite, se crurent trahis. La rapidité, la soudaineté avec laquelle leurs machines furent anéanties les emplirent d'une épouvante sans nom. S'ils eussent conservé leur calme, la moitié au moins de leur flotte aérienne eût pu s'échapper. Car les vibrations radioactives n'étaient efficaces que dans un rayon de 2 kilomètres à peine. C'était pourquoi, je le sus ensuite, Reyr n'avait pas songé à les utiliser. À aucun prix il n'eût voulu courir le risque, en laissant les aérions de Nour se concentrer au-dessus d'Ila, de voir la ville anéantie. Moi, j'avais eu ce courage, et j'avais réussi. Les Nouriens, surpris, affolés, s'étaient heurtés les uns aux autres, s'empêchant réciproquement de manœuvrer, détériorant leurs appareils et me donnant le temps de les anéantir tous. Non, pas tous. 5 d'entre eux, 5 sur 3100, nombre exact, réussirent à s'éloigner et à revenir à Nour. 5, dont un s'écrasa sur le sol en arrivant. Victoire chèrement achetée. Dans leur chute, les aérions de Nur écrasèrent, mutilèrent, blessèrent, brûlèrent plus de 60 000 victimes. On ne devait pas me le pardonner. Le ciel débarrassé des sphères ennemies, j'interrompis le lancement des ondes. Je me retournai. 6 hommes singes se ruèrent sur moi. Je fus frappé, renversé, piétiné, frappé encore. J'essayais de me défendre contre mes féroces agresseurs. Ils étaient trop. Roué de coups, réduit à l'impuissance, je fus chargé de chaînes qui m'empêchèrent de faire le moindre mouvement. Au-dessus de moi, calme, froid, une lueur féroce dans son œil gris. Je vis Reyr. « Misérable traître qui a voulu m'assassiner !» grinça-t-il. « Tu as failli réussir et emmener la ruine d'Ila. Mais tu expieras tes forfaits comme il le mérite. » Que répondre ? Reyr avait raison. J'aurais dû le tuer. Il avait repris connaissance pendant que je sauvais Ila. Il avait appelé les hommes singes de sa garde. Et moi, maintenant, je n'étais plus qu'un traître assassin. Il m'est pénible de me souvenir de ce qui se passa ensuite. Traduit devant le Conseil suprême pour avoir voulu assassiner Reyr, tandis qu'il manœuvrait les projecteurs radioactifs qui avaient anéanti la flotte de Nour. Convaincu d'avoir tenté, d'accord avec les Nouriens, de détruire Ila, je ne fus pas condamné à mort. Je fus condamné à perdre la raison et à être envoyé dans les mines, à travailler pour la vie, une vie prolongée par les machines à sang humain, avec les immondes hommes singes. C'était le châtiment le plus horrible prévu par les lois d'Ila. Un châtiment plus épouvantable que la mort elle-même.